Bonjour à tous. Ce sont les 10 ans la semaine prochaine. Donc les émeutes de 2005. Et on voulait, comme j'ai une déformation professionnelle, on voulait parler des médias et de la banlieue. Faire un peu le bilan et savoir si les banlieues ou la banlieue, d'ailleurs on en parlera, est-ce qu'on parle de la banlieue ou des banlieues, est-ce que les banlieues ont écrit ou non leur roman médiatique, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont maîtres de leur image ou est-ce qu'elles sont toujours entre guillemets tributaires de l'image que les médias mainstream veulent bien donner d'elles? À chaque fois on retrouve les mêmes problématiques. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire en gros, on ne parle de ces publics ou de ces populations que sous l'angle du drame. C'est-à-dire qu'on ne va effectivement ne les traiter qu'en tant que victimes ou en tant que responsables d'un certain nombre de difficultés. Alors après, effectivement, ça peut être les questions de fait. Si on prend par exemple la presse quotidienne et notamment la presse régionale, c'est surtout les faits divers. Mais c'est aussi le cas dans les télévisions généralistes où souvent ça va être les faits divers. Ça va être aussi les questions d'échecs, les questions de l'échec scolaire, les problèmes de délinquance, les problèmes d'insécurité, etc. Et puis effectivement, si on regarde plus récemment, on voit qu'interviennent les thématiques autour de l'islam, d'un islam radical, la question du djihad, enfin, etc. Autrement dit, on a l'impression qu'en une vingtaine d'années, les thématiques générales n'ont pas beaucoup bougé au niveau des médias généralistes. C'était un an après justement la crise de 2005 et on avait fait venir la plupart des rédactions des grands médias et ils nous avaient tous sorti, il faut absolument traiter l'information de manière positive. Sauf que cette manière de traiter l'information positive telle qu'ils l'ont envisagée à l'époque, c'était une espèce de plaquage complètement artificiel, c'est-à-dire à partir du moment où on avait un fait divers ou une crise importante en banlieue, il fallait absolument le contrebalancer par un traitement d'un sujet qui se disait positif. Mais en fait, il me semble que quand on regarde effectivement avec le recul d'une vingtaine d'années comment les médias ont travaillé, on voit que ce qui est en jeu, il y a plusieurs choses. C'est ça, vous avez évoqué la question du temps, effectivement. On ne peut pas travailler sur des publics qui n'ont pas l'habitude du rapport aux médias, qui n'ont pas envie de s'exprimer dans les standards qui sont ceux... Comme vous le disiez tout à l'heure, les chaînes d'information en continu, pour moi, le gros problème des chaînes d'information en continu, c'est qu'on a affaire à des reporters complètement généralistes. C'est pas rare d'avoir un reporter, quand vous l'avez en face de vous, qui vous dit que c'est le 5e ou le 4e sujet qu'il traite dans la journée. Donc il arrive sans préparation, il arrive souvent d'ailleurs avec un angle qui lui a été donné par sa hiérarchie. Moi, ce qui me frappe sur la question de la banlieue, hier soir, j'ai passé un tweet en demandant qui est-ce qui a remplacé Cécilia Gabizon, Luc Bronner ou Stéphane Père. J'ai pas eu de réponse. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui travaillent toujours sur la banlieue, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que ceux qui étaient il y a une dizaine d'années, donc qui ont traité les événements de 2005-2006, eh bien, l'un est rédacteur en chef adjoint au Monde, l'autre s'occupe de du Figaro Madame.fr, Cécilia Gabizon, et Stéphane Père, lui, alors c'est encore plus caricatural, il a la rubrique police-justice maintenant, alors qu'il était en immersion dans le 93 il y a quelques temps. Parce que ça n'a pas de sens de dire banlieue. D'abord c'est stigmatisant et ensuite la banlieue se décortique en plusieurs quartiers qui ne sont pas du tout pareils. Donc, vous prenez le bas quartier de Montreuil, on est Youpala chez les bobos. Vous montez plus haut, on est dans ce qu'on appelle quartier urbain de cohésion sociale ou zone urbaine de cohésion sociale, c'est-à-dire tout ce qui a été zoné entre guillemets par la politique de la ville et qui constitue à mon sens déjà une première stigmatisation. Après, je voulais réagir sur ce qu'avait dit la rédactrice en chef Nadia du Courrier de l'Atlas. Vous dites cette année, on est contacté régulièrement pour avoir des contacts. Moi, en 2005, donc je travaillais à l'Institut Panos.
au moment des émeutes. Et nous, on avait été contactés par des chaînes d'infos, pas des chaînes d'infos, des agences d'infos, pardon, américaines pour avoir des contacts. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y avait on s'était aperçu qu'il n'y avait aucune prise de contact des médias généralistes français avec ce que nous, on appelait à l'époque, quand on avait commencé à travailler là-dessus, les médias des diversités, en fait. Donc je dirais, ça, c'est la chose positive. Au moins, aujourd'hui, vous êtes contactés et reconnu comme étant... Non, mais laissez-moi finir. Au moins, la chose positive, c'est qu'au moins, vous êtes reconnu comme une possible source d'information, une possible source de contact. L'enjeu de ce truc, c'est comment vous, en tant que média qui, de toute façon, dans un monde concurrentiel, avez besoin de vivre et développer, vous nouez des alliances, des deals avec ces médias qui viennent vers vous. Moi, je vous fais voir, quand vous voulez un mail, dont j'avais déjà parlé quand on avait fait le débat après Charlie que tu avais organisé, un mail d'une grand reporter, d'un grand média, un hebdo, voilà, qui m'envoie un message et qui me dit merci de m'envoyer tout ce que vous avez fait sur le djihadisme. Voilà. Donc, alors, moi, quand je reçois un mail, non, mais comment je reçois un mail comme ça, je le mets direct dans la corbeille. C'est-à-dire que je prends même plus le temps de répondre. Avant, je prenais le temps d'expliquer que je suis pas fixeur, je suis journaliste, je suis rédac chef, je m'occupe d'un média, c'est compliqué et tout. Avant, je prenais le temps de répondre. Je ne réponds plus, je mets direct dans la corbeille. Je trouve que, c'est un manque de respect pour le média, c'est un manque de respect pour ma personne et c'est un manque de respect pour mon travail. Parce que je ne suis pas son assistante. Personnellement, j'ai créé une agence de presse qui s'appelle Ressources Urbaines en 2005, en septembre 2005, 2 mois avant les émeutes, qui était un collectif. On n'est pour rien. Ça ne nous a pas profité. Qui était un pool de journalistes spécialisés sur les quartiers qui proposaient ces services à la presse. Texte, photo, vidéo, à la presse. On s'est fait bananer par tout le monde. Mais bananer. Depuis 10 ans, on se fait bananer par toute la presse. Ils en ont rien à faire. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer tous les sujets qu'on veut, on est considérés comme des militants, alors qu'on est des spécialistes. Eux, ils nous voient comme des militants. À partir du moment où on traite un problème particulier avec un angle, vu des quartiers en particulier, etc., on est considérés comme des militants. Parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas des journalistes comme les autres, parce qu'il y a plus de basanés que dans d'autres rédactions, d'autres équipes, etc., etc. Donc il y a un regard qui est, ceux-là, ils ont un regard fatalement biaisé, parce que ils sont jugés partis. Pas professionnel. Moi, la formation, je ne suis pas complètement désespérée, parce qu'effectivement, il y a l'ESJ Bondy qui a quand même fait du bon boulot. Gennevilliers, premier master à s'installer en banlieue. Gennevilliers. Donc ça a l'air de bien marcher. Enfin, je discute de temps en temps avec Jean-Claude Escure. Et moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, enfin à l'alternance, parce que et notamment dans les mainstream, genre service public de l'audiovisuel, c'est vrai que là, ils sont assez partants. Alors évidemment, c'est des toutes petites populations. Ils sont assez partants quand même pour tout ce qui est contrat pro et tout ce qui est apprentissage. Et en général, ça fonctionne pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est des toutes petites populations. Hein. On n'en est pas là. Gérard Mauger cite dans son livre Victor Hugo, il dit une émeute renforce le gouvernement qu'elle ne renverse pas. Très clairement, c'est ce qui s'est passé. Après les émeutes, Sarkozy est arrivé au pouvoir avec tout ce qu'on sait. Une émeute, il cite Victor Hugo qui est très très... une citation assez longue que je n'ai pas retenue, mais en gros, l'émeute durcit la police, renforce la bourgeoisie, fait en gros l'effet d'une luxation, d'une bonne friction auprès du corps politique, comme un homme, ça renforce. Voilà, on sent un peu mieux après une émeute. Je ne sais pas si vous avez eu vent dernièrement de la tribune de Madame Interman, qui est membre du CSA, qui est une tribune assez franche, assez directe. Quand on connaît la personne, on n'est pas surpris, qui dénonce ce qu'on dénonce depuis des années. Notamment, elle tient des propos très clairs en disant qu'aujourd'hui, les médias ont peur des Arabes et des Noirs. Donc, est-ce que c'est une peur qui est basée sur de la xénophobie? Et moi, je trouve que la xénophobie, c'est pas quelque chose de si effroyable que ça. On peut tous avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, être xénophobe par nature, c'est avec la connaissance qu'on apprend à connaître les autres. Par contre, on peut être raciste, et j'ai pas entendu ce mot. Vous avez parlé des médias. J'ai entendu tout à l'heure Nadia qui parlait de « je ne fais pas du communautarisme ». Moi, j'en fais, je le revendique. Par contre, ma communauté, c'est les quartiers populaires. Donc, je le dis clairement, parce qu'en face de nous, on a des gens structurés. On peut appeler ça des élites. Non, c'était Nadia, l'autre Nadia. Donc moi je fais du communautarisme, ma communauté c'est les quartiers populaires et je le revendique parce qu'en face de nous on a des gens qui sont communautaires, contrairement à ce qu'ils renvoient au grand public en disant à chaque fois, notamment quand ils parlent des banlieues et des quartiers, ils sont communautaires et plus précisément les musulmans.
je comprends d'où ça parle de se dire qu'il faut un monsieur ou une madame banlieue dans les rédactions, mais c'est clair que le souci, c'est qu'on en revient encore une fois, je pense, à cantonner encore une fois la banlieue à une personne ou à un spécialiste. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui vas t'en occuper. Et donc ça dédouane. Ce qui me gêne un petit peu dans cette proposition, c'est que ça dédouane le reste de la rédaction et que ça se concentre uniquement sur une personne. Et en fait, on revient à un effet de périphérie. Maintenant, peut-être que c'est un premier pas vers quelque chose. Si je dois revenir aux banlieues, ou du moins aux révoltes populaires, parce que les mots sont importants aussi, je parlerai plus de révolte que d'émeute. On dit souvent qu'est-ce qui a changé en 10 ans, et il y a un sujet où, en tout cas, je n'ai pas entendu, c'est qu'il s'est développé une vraie conscience politique dans les quartiers populaires. Il y a la multiplication de listes citoyennes, et là, je parle des médias et des grands médias, on n'a pas développé, on n'a pas pris des contacts, on n'a pas couvert toutes ces listes qui ont des choses à dire, qui ne se retrouvent plus dans les partis traditionnels, qui ne se retrouvent plus dans les discours même de Meshmash, parce que ce n'est pas audible pour eux. Et il y a 10 ans, brûler des voitures pour se faire entendre. Certes, on va condamner finalement la méthode. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font entendre d'une autre manière, et ils ont créé le rapport de force politique, et c'est de cette manière-là, je pense, qu'il y a un travail à faire, et que c'est de cette manière-là qu'on pourra se faire entendre, à la fois par les médias et à la fois par l'ensemble des Français.